Erich Kempka fut l'un de ces témoins silencieux que l'histoire oublie facilement ou néglige dans ses récits. Mécanicien d'origine ouvrière, il trouva dans son métier de chauffeur une porte d'entrée vers le cercle le plus intime de Hitler. Depuis le siège avant, il observa comment un agitateur provincial se transformait en chef d'État et comment ce pouvoir, qui semblait indestructible, s'effondrait dans les sous-sols de la chancellerie. Ce qui commença comme un travail routinier l'entraîna dans des scènes décisives, des voyages interminables de campagne aux derniers jours dans le bunker. Là, son rôle prit une teinte plus sombre. Il fut l'un des chargés de collaborer à l'incinération des dépouilles de Hitler et d'Eva Braun, accomplissant la dernière volonté du Führer. Ce documentaire ravive la mémoire d'un chauffeur qui, sans chercher à être sous les feux de la rampe, devint un témoin privilégié de la grandeur, de la ruine et de l'épilogue du Troisième Reich. Face à face avec Hitler, l'examen technique et personnel décisif. Erich Kempka naquit en 1910 à Oberhausen, une ville industrielle de la Ruhr. Son enfance se déroula au sein d'une famille nombreuse d'origine polonaise, marquée par la modestie et la discipline d'un foyer ouvrier. Très tôt, il montra une inclination pour le monde des moteurs, une passion naissante à une époque où l'automobile commençait à transformer la vie quotidienne. Il fit son apprentissage chez le distributeur de véhicules DKW à Essen, puis obtint un emploi comme chauffeur pour un journal local. Sans le savoir, ce métier lui ouvrirait la voie vers les cercles les plus proches du pouvoir dans l'Allemagne à venir. Le 1er avril 1930, il rejoignit le Parti national-socialiste, devenant le membre numéro 2 125 639. Il fut rapidement désigné chauffeur du dirigeant régional à Essen, Joseph Terboven, ce qui le plaça au sein de la structure du parti. Sa vie semblait avancer sans grand soubresaut, jusqu'à ce qu'en février 1932, il reçut un télégramme inattendu. En quelques lignes, on lui ordonnait de se présenter le lendemain à la chancellerie privée de Hitler, à l'hôtel Kaiserhof de Berlin. La nouvelle le surprit profondément, et pendant le voyage en train, il ne put s'empêcher de se demander quelle raison l'avait conduit là. Le trajet fut long et fastidieux. Dans un wagon de 3e classe, entouré d'inconnus, il passait en revue mentalement chaque erreur possible de son passé. Mais, n'en trouvant aucune, il se permit de rêver à la possibilité que ce message annonçât un tournant favorable dans son destin. En arrivant dans la capitale, il fut impressionné par l'ampleur de la ville, l'agitation de la gare, la solennité de la Wilhelmplatz et surtout la façade imposante de l'hôtel Kaiserhof, devenu à l'époque le point de rencontre de l'élite politique. À l'intérieur de l'hôtel, il découvrit qu'il n'était pas seul. Une trentaine d'hommes, également convoqués par télégramme depuis différentes régions, attendèrent des instructions. Il comprit rapidement qu'ils partageaient tous le même métier. Ils étaient chauffeurs de figures éminentes du parti. Cette réunion devait avoir un objectif d'une grande importance. L'atmosphère était chargée de nervosité, mais aussi d'ambition. Chacun aspirait en silence à décrocher le poste en jeu. Lorsqu'ils furent enfin appelés, ils se retrouvèrent face à Hitler en personne. Sous la supervision de son aide, Wilhelm Bruckner, ils se formèrent en demi-cercle. Kempka, le plus petit en taille, occupa l'extrémité gauche. L'entretien se déroula avec des questions techniques et personnelles, révélant une connaissance mécanique surprenante de la part du dirigeant. Quand vint son tour, Kempka répondit avec rapidité sur les moteurs, les manœuvres et les situations à risque. L'intensité de l'interrogatoire le prit au dépourvu, mais il parvint à satisfaire son interlocuteur. Le geste de Hitler, en lui serrant la main, suffit à lui faire comprendre qu'il avait laissé une bonne impression. Ce jour-là, le résultat ne fut pas annoncé. Les candidats reçurent une compensation symbolique pour leurs frais et furent congédiés, plongés dans l'incertitude. Cependant, cette rencontre laissa en Kempka une empreinte indélébile. La sensation d'avoir été en présence de quelqu'un qui, pour le meilleur ou pour le pire, était destiné à marquer l'histoire allemande. De retour à Essen, il doutait encore de sa chance. Quelques jours plus tard, un second télégramme dissipa toute hésitation. Il devait se présenter à Munich devant Rudolf Hess. Il avait été choisi pour accompagner et conduire l'homme dont tout le monde parlait, Adolf Hitler.
En recevant la convocation pour se rendre à Munich, Kempka entreprit le voyage avec l'incertitude propre à un jeune homme qui commençait à peine à comprendre l'ampleur de la tâche qui l'attendait. Sa destination était le siège de Daimler-Benz sur la Dachauer Straße, où il devait se rendre sans délai. Là l'attendait Julius Schreck, chauffeur personnel et homme de confiance de Hitler, qui l'accueillit avec cordialité. Dès leur première rencontre, Schreck voulut le mettre à l'épreuve. Il lui demanda s'il avait déjà conduit une Mercedes à compresseur de 6 litres. Face à sa réponse négative, il le conduisit à un garage et lui montra une imposante voiture à grande cylindrée et carrosserie ouverte. Kempka, impressionné, n'avait jamais vu pareille machine. En raison de sa taille, des ajustements improvisés furent faits au siège pour qu'il puisse avoir une bonne visibilité au volant. Après avoir vérifié les niveaux d'huile et d'eau, il manœuvra le véhicule vers l'extérieur et se mit en route. Avec Schreck et d'autres membres de l'équipe à bord, il conduisit jusqu'à Berlin, où il retrouva Hitler. Cette fois, la conversation prit un ton plus intime. Le dirigeant voulut connaître des détails sur sa famille, sa formation et sa vie professionnelle. Au cours de cet échange, un lien de confiance se forgea, qui, avec le temps, marquerait la relation entre les deux hommes. La campagne électorale pour la présidence du Reich commença bientôt. Kempka fut affecté à la voiture des invités, parcourant des milliers de kilomètres de jour comme de nuit. Le rythme était implacable. Arrivée ponctuelle dans les villages et les villes, discours devant des foules et départs immédiats vers la destination suivante. Hitler lui-même se chargeait de calculer les itinéraires et les horaires, toujours avec une carte sur les genoux, tout en tenant de brèves conversations avec les chauffeurs et en préparant même des encas pour qu'ils résistent à la fatigue sur la route. Au cours de ces trajets, Kempka observait avec une certaine envie la proximité que Schreck entretenait avec son chef, bien qu'il ait lui aussi bientôt l'occasion d'accompagner le dirigeant. Une fois, lorsque Schreck tomba malade à cause d'une intoxication alimentaire, Hermann Göring prit sa place au volant. Cependant, Hitler ordonna à Kempka de se familiariser avec le véhicule et de le conduire lors d'un trajet nocturne jusqu'à Landsberg an der Warthe. Ce voyage confirma qu'il n'était plus un simple apprenti. À l'issue de la campagne, au cours de laquelle ils parcoururent plus de 12 000 kilomètres, Schreck lui avoua que ce trajet avait en réalité été une période d'essai. Hitler, satisfait de ses performances, décida de l'intégrer définitivement dans son cercle de confiance. Au cours de cette année, Kempka accumula une expérience inégalée. Il traversa l'Allemagne du nord au sud, totalisant plus de 100 000 kilomètres. Bien que les conversations politiques fussent rares, Hitler lui offrait un traitement proche, presque paternel, insistant sur le fait que les chauffeurs et les pilotes étaient les hommes en qui il avait le plus confiance, car il remettait sa vie entre leurs mains. Avec l'intensification des campagnes, le territoire allemand fut divisé. Schreck se chargeait du nord-ouest et Kempka du reste, ce qui accrut son importance. Le 16 mai 1936, il reçut une nouvelle inattendue. En se rendant à l'appartement de Hitler à Munich, il le trouva abattu. Schreck était mort subitement d'une méningite foudroyante. Kempka fut immédiatement désigné comme son successeur et nommé chef de l'unité automobile du Führer, avec le rang de Sturmbannführer des SS. Pour un jeune homme, cela représentait une responsabilité énorme. Organiser des ateliers, agrandir des garages, superviser des mécaniciens et maintenir une communication constante sur l'état de chaque véhicule. Dans l'exercice de ses fonctions, Kempka fut également celui qui, malgré le refus initial de Hitler, poussa à la création d'une voiture blindée. Après l'attentat manqué à la brasserie de Munich en 1939, il parvint à le convaincre de son utilité. Le véhicule, renforcé par des plaques d'acier et des vitres d'une épaisseur extraordinaire, fut intégré à l'usage habituel du Führer. À partir de ce moment, la construction d'autres unités fut ordonnée, dont certaines furent remises personnellement par Kempka comme cadeau diplomatique. Parmi les destinataires de ces automobiles figuraient des dirigeants comme le maréchal Mannerheim en Finlande, Ion Antonescu en Roumanie et Boris III en Bulgarie. Chaque remise s'accompagnait d'un cérémonial qui renforçait les liens politiques de l'Allemagne nazie avec ses alliés et satellites. Kempka, qui avait débuté comme chauffeur pour un journal à Essen, se retrouvait désormais à voyager à travers l'Europe en tant qu'émissaire personnel du dictateur, témoin de scènes mêlant fascination technologique et diplomatie de ces années-là. La chute de Hesse et la consécration du pouvoir de Bormann.
La désignation d'Erich Kempka comme chauffeur personnel de Hitler ne se limita pas à le rapprocher des centres névralgiques de Berlin et de Munich, elle le conduisit également dans un lieu inattendu, l'Obersalzberg. Son premier contact avec cet endroit, à Pâques 1932, lui parut plus proche d'une retraite rudimentaire que d'un bastion de pouvoir. Après les chutes de neige, l'ascension obligeait à tirer les bagages sur des traîneaux le long de sentiers étroits, et la maison qui accueillait les visiteurs, appelée Haus Wackenfeld, n'était qu'une modeste construction campestre. Elle disposait à peine d'espace pour quelques invités, les autres devaient se loger dans des auberges à proximité. Pourtant, Kempka se souviendrait de la sérénité que dégageait le paysage alpin et de la chaleur avec laquelle Angela Raubal, demi-sœur de Hitler, accueillait les arrivants. Dans cette ambiance simple, le futur dictateur trouvait une paix qui contrastait avec l'agitation politique des villes. La croissance des ventes de Mein Kampf permit d'acquérir et de rénover la propriété, qui se transforma bientôt en le Berghof. Pour Kempka, assister à la métamorphose de cette maison en un bâtiment élégant fut aussi le reflet tangible de l'ascension fulgurante de son chef. En quelques années, ce qui avait été un refuge isolé devint un lieu où l'on recevait des monarques, des diplomates et des ministres étrangers. Hitler, comme il l'exprimait lui-même, voyait en cette résidence son véritable foyer, un espace mêlant repos et politique. Les jours d'excursion en montagne alternaient avec des réunions d'État, et cette dualité devint une part essentielle de la vie là-bas. L'arrivée de Martin Bormann au milieu des années 30 bouleversa profondément l'équilibre du lieu. Jusqu'alors, simple fonctionnaire au service de Rudolf Hess, il trouva dans l'Obersalzberg l'opportunité de déployer son ambition. Par l'achat systématique de terrains aux paysans locaux, souvent à des prix bien supérieurs à leur valeur, il tissa un réseau de propriétés autour du Berghof. En peu de temps, une grande partie de la zone passa sous le contrôle du parti grâce à ces manœuvres. Cette opération, qui signifiait le déracinement pour les habitants, devint pour Bormann la base de son pouvoir. Kempka observait comment Bormann cultivait une image de travailleur infatigable. Il demandait souvent à être inclus au repas pour ensuite s'excuser en invoquant un excès d'occupation, renforçant ainsi l'idée qu'il était indispensable. Lorsqu'il apparaissait enfin, il le faisait tardivement, calculant chaque geste pour souligner son dévouement absolu. Hitler interprétait ses attitudes comme une preuve d'efficacité et lui confia bientôt l'administration du Berghof. Depuis cette position, Bormann écarta ses rivaux et soumit le personnel à son autorité, dans un processus qui, aux yeux de ceux qui vivaient là, transforma la résidence en un territoire sous son emprise personnelle. Sa manière d'exercer le pouvoir oscillait entre la générosité et l'humiliation soudaine, créant un climat d'incertitude. Kempka se souvenait comment de nombreux employés, déconcertés, concluaient que ce comportement capricieux était en réalité une méthode calculée pour imposer l'obéissance. À plus d'une reprise, des gestes apparemment anodins se transformaient en exemples de sa capacité à exécuter des ordres avec rapidité. Il suffit que Hitler se plaignît d'une ferme visible depuis la terrasse pour que Bormann la fît disparaître en un seul jour et la remplaça par une prairie. Une autre fois, après avoir entendu le Führer déplorer la chaleur du soleil pendant les salutations, il fit immédiatement planter un arbre de grande taille à l'endroit précis où il avait l'habitude de se tenir. Ces démonstrations d'efficacité consolidèrent sa position. Avec le temps, Bormann transforma l'accès à Hitler en un privilège contrôlé. Aucun visiteur ne pouvait se présenter sans son approbation, et dans les cas où il ne parvenait pas à empêcher une réunion, il s'assurait d'être présent pour orienter la conversation. Ministres et généraux se plaignaient en privé de cette ingérence, mais ce filtre devint incontournable. Kempka comprenait que cette surveillance constante ne répondait pas seulement à la loyauté, mais aussi à un calcul froid pour devenir un médiateur indispensable. Selon Kempka, après la fuite de Rudolf Hess en Grande-Bretagne en 1941, son pouvoir se consolida. Hitler réagit avec stupéfaction et colère, qualifiant cet acte de folie, tandis que Bormann en profitait pour prendre sa place et réorganiser la chancellerie du parti. Il ordonna d'effacer toute mention de Hess dans les documents et les portraits, et interdit même que son nom fût prononcé. Pour ceux qui travaillaient dans la montagne, le message était clair, il ne tolérerait aucun concurrent. Pendant ce temps, la vie quotidienne au Berghof prenait un caractère dual. Le refuge de repos se transformait simultanément en siège politique. Kempka assista à la manière dont l'arrivée d'Eva Braun accentuait ce mélange d'intimité et de pouvoir.
Elle, qu'il connaissait depuis l'époque du studio photographique de Hoffman, commença à s'installer de manière plus stable à partir de 1936. Sa présence apportait une touche domestique. Elle organisait des soirées, s'occupait des détails du foyer et jouait avec les enfants d'amis proches. Pour Kempka, ce contraste avec les réceptions solennelles offrait une image moins rigide du lieu. Au milieu des uniformes et des protocoles, la figure de Braun symbolisait une respiration quotidienne. La sécurité à l'Obersalzberg était assurée par le service de protection du Reich, sous le contrôle de Himmler. Beaucoup de ces hommes n'étaient même pas militants du parti, mais la discipline était implacable. Lors de chaque visite d'État, des unités de la Waffen-SS déployaient un cérémonial strict, rappelant à tous que cet espace, malgré son apparence de retraite, fonctionnait comme un centre de gouvernement. Kempka vivait cela comme une routine où la familiarité des montagnes cohabitait avec la sévérité militaire. Un autre personnage qui commença à fréquenter le Berghof fut le docteur Theodor Morel. Kempka le rencontra comme un homme maladroit, peu élégant, voire négligé dans ses manières. Cependant, il savait que Hitler l'avait adopté comme médecin de confiance après qu'il eut réussi à lui rendre la voix en pleine campagne électorale, alors que d'autres spécialistes jugeaient sa récupération impossible. Dès lors, les injections de vitamines et de glucose devinrent partie intégrante du quotidien. La plupart le considéraient comme un intrus, mais Hitler lui accordait une place privilégiée. Cette contradiction devint une composante indissociable de la routine dans la montagne. Le médecin, objet de moquerie, se transformait simultanément en conseiller indispensable. Au fil des années, le Berghof devint un symbole. C'était le théâtre où le dirigeant recevait des visiteurs étrangers sous des mesures de sécurité strictes, mais aussi l'endroit où il montrait un visage plus quotidien. Kempka pouvait observer comment l'homme qui se présentait au monde avec des discours enflammés se détendait en se promenant sur les sentiers, en conversant pendant les repas ou en contemplant silencieusement le paysage alpin. Pour Kempka, cette coexistence de grandeur et de simplicité définissait l'atmosphère du refuge. Cependant, la présence de plus en plus oppressante de Bormann altéra l'esprit initial. Ce qui, dans les premières années, semblait être une ambiance presque familiale, se transforma en un espace rigide où chaque mot et chaque geste étaient observés. Le chauffeur, qui avait été témoin de l'évolution architecturale et politique du lieu, percevait également la transformation humaine qui s'y produisait. D'un cercle proche et détendu, on passa à un environnement de surveillance et de calcul. Cette transition révélait que le Berghof n'était plus seulement une résidence de montagne, mais un centre de pouvoir surveillé, où les décisions allaient bien au-delà des murs qui l'abritaient. Derrière le pare-brise du Reich, Kempka dans les premiers jours de guerre. Le climat qui régnait au Berghof, de plus en plus contrôlé par Bormann, contrastait avec le rythme effréné de la politique étrangère. À la fin de 1938, Hitler accumulait des victoires diplomatiques et territoriales qui renforçaient sa confiance. L'incorporation du bassin de la Sarre, de l'Autriche et des Sudètes avait consolidé l'expansion sans tirer un seul coup de feu. Pour Kempka, cette assurance se reflétait dans les voyages qui le menaient vers des scènes décisives où l'automobile devenait une extension du pouvoir. Le 15 mars 1939, il reçut l'ordre de préparer un convoi vers la frontière tchèque. Entre-temps, il transporta personnellement le président Hácha de la gare à la nouvelle chancellerie du Reich. Kempka se souvenait de la tension de cette journée où le dirigeant tchèque, épuisé, s'évanouit et dut être assisté par Morel. Quelques heures plus tard, Hitler partait dans son train spécial vers la frontière. Là, en pleine tempête de neige, Kempka prit le volant d'un véhicule tout-terrain avec le Führer à ses côtés, menant la caravane qui avança lentement vers Prague. Le passage par les douanes fut presque cérémonial. Les barrières se levaient sans résistance, et la petite colonne traversa le pays sans rencontrer d'opposition. Aux yeux de Kempka, le paradoxe était évident. L'occupation de la capitale tchèque s'était réalisée avec un groupe réduit d'escorte et un bataillon improvisé, si mal armé qu'il dut recevoir des pistolets des hommes de l'escorte personnelle de Hitler. Cette précarité le conduisit, des années plus tard, à réfléchir sur la facilité avec laquelle ils auraient pu être arrêtés à ce moment-là. La guerre apporta de nouveaux scénarios. Kempka accompagna Hitler dans d'innombrables déplacements, que ce soit en train, en avion ou en automobile. Il se souvient particulièrement de la visite à Zaporozhye, en l'hiver 1942, lorsque les Soviétiques menaçaient la région du Donbass.
Malgré les avertissements des généraux, Hitler insista pour rester plusieurs jours sur un aérodrome situé à faible distance de la ligne de front. Ce n'est que lorsque l'aéroport occidental fut attaqué par des chasseurs soviétiques qu'il accepta de se retirer. Pour Kempka, cet épisode démentait les accusations de lâcheté qui circulèrent plus tard à son sujet. La routine dans les quartiers généraux était monotone, avec des journées interminables de travail. Hitler exigeait que tous passent du temps dans des unités de combat pour obtenir la reconnaissance de « prouver au front ». Mais Kempka ne fut jamais autorisé à le faire. Le Führer lui répétait que son rôle était irremplaçable, même dans les moments les plus critiques. La routine dans les quartiers généraux finit par s'estomper à mesure que la guerre tournait en défaveur de l'Allemagne. Kempka revint en janvier 1945 des funérailles de son père et trouva à Ziegenberg une atmosphère empreinte de pessimisme. L'échec des dernières offensives, les villes réduites en ruines par les bombardements alliés et l'incapacité à maintenir la production d'armement montraient clairement que le pays était épuisé. Selon ses souvenirs, il fut surpris d'apprendre que le quartier général de Hitler serait transféré à Berlin, une décision que beaucoup s'attendaient à voir appliquée dans le sud de l'Allemagne, où des préparatifs avaient été faits pour la phase finale du conflit. Le voyage vers la capitale se fit dans la précipitation. Archives, équipements de communication et convois partèrent vers le nord tandis que Hitler avançait dans son train spécial. Kempka, encore affecté par la perte familiale, conduisit de nuit jusqu'à Berlin pour attendre l'arrivée du convoi à Grunewald. Là, en voyant Hitler descendre, il fut frappé de constater son vieillissement, marqué par la fatigue d'un voyage qui, pourtant, s'était effectué dans un train équipé des technologies de communication les plus modernes. Ce fut la dernière fois qu'il utiliserait ce moyen de transport. À la chancellerie, le transfert soudain avait causé un désordre évident. Personne n'était préparé à accueillir le cortège, et les salles intactes durent être rapidement adaptées pour accueillir des bureaux, des dortoirs et des centres de commandement. Les espaces souterrains, agrandis après les bombardements, se remplirent de télétypes et de cartes, tandis que de nouvelles lignes de communication avec Zossen et d'autres postes de commandement étaient improvisés. Kempka dut assumer des voyages de liaison avec ces centres, une tâche de plus en plus dangereuse en raison de la proximité du front. La tension était palpable. L'armée rouge se trouvait à quelques kilomètres et attendait l'ordre de lancer l'assaut final. En conduisant des officiers et des généraux sur des routes exposées, Kempka et ses hommes travaillaient jour et nuit sans répit. En plus de leurs tâches habituelles, ils furent contraints de collaborer à des missions de défense civile, assistant les brigades anti-incendie lors des attaques aériennes. Malgré la fatigue et la pression psychologique, il n'entendit aucune plainte de ses chauffeurs. Tous étaient conscients que la fin approchait. La tension quotidienne dans le bunker s'intensifiait à mesure que la guerre approchait de son dénouement. La désignation de Kesselring comme commandant sur le front occidental transforma l'ancien quartier de Ziegenberg en sa base, ce qui obligeait à des déplacements constants entre Berlin et Bad Nauheim. Kempka, conscient des risques, assuma personnellement la responsabilité de le conduire sur ses trajets, sur des routes couvertes de cratères et de débris de véhicules détruits par les attaques aériennes. Ce furent, selon ses propres mots, les voyages les plus dangereux qu'il ait faits de toute sa vie. En mars 1945, Hitler prit la décision surprenante de visiter une position avancée à Francfort-sur-l'Oder. Ses collaborateurs tentèrent de l'en dissuader, mais il insista pour vérifier la situation par lui-même. Pendant le trajet, Kempka observa comment la foule l'accueillait avec un mélange d'espoir et d'étonnement. Des femmes, des soldats et des enfants se pressaient pour le voir, comme si sa présence pouvait changer le cours de la guerre. Ce fut la dernière fois que Kempka le conduisit assis à ses côtés dans une automobile. À partir de ce moment, Hitler resterait confiné sous terre. Le rythme des jours n'offrait aucun répit. À peine de retour à Berlin, Kempka fut convoqué pour accompagner Albert Speer dans une inspection de plusieurs secteurs du front occidental. La mission, commencée à l'aube du 19 mars, coïncidait avec l'anniversaire du ministre. Le voyage, qui dura 5 jours, se déroula dans des conditions extrêmes, routes sombres, véhicules camouflés avec de la boue, bombardements constants et attaques d'aviation à basse altitude. Pour Kempka, la tension de freiner, se jeter dans les fossés et reprendre la route en quelques secondes devint une routine de survie. Le retour à Berlin le conduisit directement à l'antichambre de la salle de conférence.
Là, entre les télétypes et les téléphones qui ne cessèrent de sonner, il perçut une atmosphère aussi lourde que silencieuse. Quand Hitler sortit de la réunion, il s'approcha de Kempka et l'enlaça avec gratitude pour avoir ramené Speer sain et sauf. Ce geste fut un coup direct aux tentatives de Bormann de le marginaliser, car Kempka continuait de jouir de la confiance personnelle du dirigeant, ce qui fit de lui un objet de ressentiment au sein du cercle intime. Le 20 avril 1945, jour de l'anniversaire de Hitler, l'atmosphère dans le bunker reflétait l'imminence du désastre. Il n'y eut ni défilé, ni célébration grandiose, seulement un flux de visiteurs officiels. À minuit, lorsque l'artillerie soviétique commença à frapper le centre de Berlin, Kempka lui-même comprit que le dernier acte s'ouvrait. Dans ce climat d'effondrement, le départ du docteur Morel laissa un vide immédiat dans le rôle de médecin personnel de Hitler, occupé de manière nominale par Ludwig Stumpfegger, bien qu'en pratique il ne l'ait jamais soigné. Au cours de cette transition, l'atmosphère dans le bunker devint encore plus oppressante lorsque Walter Heuvel, représentant de Ribbentrop, partagea avec les présents un document trouvé sur un prisonnier soviétique. Il s'agissait d'un pamphlet écrit par Ilya Ehrenburg, célèbre pour ses appels féroces contre les Allemands. Le texte était clair. Il exhortait l'armée rouge à ne montrer aucune pitié et à détruire sans relâche tout ce qu'elle trouvait. Ces phrases, chargées de haine et de vengeance, résonnèrent dans la salle comme une sentence définitive. Kempka se souviendrait de la réaction immédiate. Des visages tendus, des regards perdus et un silence qui en disait plus que n'importe quel mot. En dehors de ces murs, la pression de l'encerclement soviétique n'empêchait pas Berlin de montrer encore des signes de vie. Entre l'artillerie et les bombardements, les tramways et les trains continuaient de circuler là où il restait des rails et de l'énergie. Même des usines entières maintenaient leur production sous les bombes. Pour Kempka, cette obstination quotidienne de la population avait la même valeur que la défense armée, un dernier geste de résistance face à un dénouement qui semblait déjà inévitable. Goebbels décida de rester avec sa famille à Berlin, occupant les pièces autrefois utilisées par Morel, tandis que ses enfants furent reconduits dans l'ancien abri. Les attaques endommageaient sans relâche la chancellerie. Des câbles détruits, des murs effondrés et des couloirs bloqués compliquaient les communications. Kempka ressentit ces pertes de plein fouet lorsque, dans la nuit du 24 avril, un bombardement détruisit une grande partie de son parc de véhicules. Plus de 60 automobiles furent ensevelies sous le béton, un coup qui réduisit drastiquement sa capacité de mouvement au moment le plus critique. La tension s'accentua avec l'arrivée inattendue de Speer le 25. Il avait quitté Berlin comme pour un adieu définitif, mais revint dans un petit avion qui atterrit au milieu d'une avenue pour s'entretenir à nouveau avec Hitler. Après la réunion, Speer s'entretint avec Ribbentrop, l'exhortant à quitter la capitale. Quelques heures plus tard, le ministre des Affaires étrangères entreprit sa fuite vers le nord. Ce même jour, un télégramme de Göring fit l'effet d'une bombe dans le cercle intime. Il invoquait le décret de succession pour réclamer le pouvoir en cas d'incapacité de Hitler. Pour ceux qui restaient encore dans le bunker, y compris Kempka, ce message sonna comme une trahison au moment le plus sombre de la guerre. L'heure de brûler Hitler, Kempka et le feu de la faim. Au milieu de l'effondrement, la présence d'Eva Braun à Berlin apportait une note différente. Elle était arrivée quelques semaines plus tôt, contre la volonté de Hitler, et resta là pendant son anniversaire et les jours suivants. Kempka se souvenait de son calme lorsqu'elle lui déclara, avec fermeté, qu'elle ne l'abandonnerait sous aucun prétexte. Cette décision, prise avec sérénité et sans dramatisme, reflétait qu'à ses yeux, le destin du Führer était déjà scellé avec le sien. Dans une conversation plus personnelle, Eva confia à Kempka que Hitler avait vu avec clarté le véritable caractère de Bormann, bien que la guerre l'ait maintenu à son poste. Aux yeux de Kempka, ce commentaire était révélateur. Il montrait que, même dans ce cercle si rigide, des tensions internes impossibles à résoudre étaient reconnues. La vie sous le béton de la chancellerie se durcissait chaque jour. Le plafond résistait à certains impacts directs, mais le fracas de l'artillerie soviétique parvenait clairement. Dans les rues, la résistance ne tenait plus qu'avec le Volkssturm et des soldats épuisés, incapables d'arrêter l'avance d'armées bien mieux équipées. Dans les couloirs du bunker, les blessés qui arrivaient depuis la ville témoignaient de combats de plus en plus désespérés.
Kempka accompagna parfois le docteur Aase dans ses rondes à travers les hôpitaux improvisés, installés dans des dépendances souterraines, et ces images restaient gravées comme un rappel constant de l'ampleur du désastre. Le 26 avril, une scène inattendue bouleversa la routine. Le général Ritter von Greim, récemment nommé chef de la Luftwaffe, arriva blessé après un vol audacieux qui n'avait réussi que grâce à l'habileté de Hanna Reitsch. Pour Kempka, le contraste entre la dureté de l'aviatrice dans le cockpit et la tendresse avec laquelle elle divertit les enfants de Goebbels quelques heures plus tard était inoubliable. C'était comme si, au cœur de l'effondrement, une humanité fugace pouvait encore émerger. Mais cette même nuit, le calme apparent se brisa. Fegelein, beau-frère d'Eva Braun et homme de liaison de Himmler, demanda à Kempka de garder une mallette contenant des documents confidentiels. Il présenta cela comme une simple mesure de sécurité, mais la vérité se révéla bientôt autre. Peu après, il disparut dans le centre de Berlin, et les véhicules assignés revinrent sans lui. Quelques minutes plus tard, dans le bunker, l'atmosphère se transforma en pure commotion. Une transmission confirmait que Himmler avait entamé des contacts secrets avec le comte Bernadotte pour négocier avec les alliés occidentaux. La nouvelle des contacts de Himmler avec les alliés frappa comme un coup de tonnerre le cercle le plus proche. Pour Kempka, elle fut encore plus choquante que le télégramme de Göring. Il se rappela avoir vu Bormann sortir de la salle, un message froissé à la main, furieux, et poser immédiatement une question révélant la méfiance générale. Où était Fegelein? La suspicion était partagée par tous, car s'il y avait quelqu'un qui pouvait être au courant de cette manœuvre, c'était lui. Kempka se remémora alors sa dernière rencontre avec le général et le détail du portefeuille que celui-ci avait promis de lui remettre ce soir-là, sans imaginer que cette référence apparemment anodine pourrait finir par le compromettre lui-même. La tension monta entre les murs du refuge. Hommes et femmes tentaient de garder leur calme, mais l'anxiété était évidente. Kempka se souvenait comment certaines secrétaires, et même Hewell, demandèrent du poison à Hitler, conscients qu'il pouvait à tout moment tomber aux mains de l'ennemi. L'ombre de la trahison avait fait voler en éclats la fragile discipline du groupe. Le cercle se resserra encore davantage lorsque l'aide de camp de Fegelein, arrêté par la garde de sécurité, apparut. Ces déclarations confirmèrent que le général avait troqué son uniforme contre des vêtements civils dans son appartement, prévoyant de se cacher jusqu'à l'avancée des soviétiques, avec l'intention de rejoindre ensuite Himmler. C'était, aux yeux de tous, une désertion. Peu après, Fegelein lui-même fut intercepté dans un état pitoyable, sans bottes, vêtu d'un manteau et d'un chapeau, tentant de passer inaperçu parmi les réfugiés qui encombrèrent les sous-sols. Placé en détention, on trouva dans ses bagages des documents compromettants, ainsi que des lingots d'or et des devises étrangères. Pour Kempka, qu'il avait considéré comme un camarade proche, la scène était difficile à assimiler. Hitler ordonna un procès immédiat. Bien qu'il hésitât à commuer la peine en raison des liens familiaux avec Eva Braun, il finit par signer la condamnation. Kempka lui-même fut témoin de la froideur avec laquelle Fegelein écouta sa sentence avant d'être exécuté dans le jardin du ministère des Affaires étrangères. Ce même jour, Hitler ordonna de tester le poison fourni auparavant par Himmler. Il choisit comme victime son chien Blondie, un geste que Kempka interpréta comme la confirmation d'une méfiance absolue envers tous. L'animal mourut sur le coup, dissipant tout doute sur l'efficacité de la capsule. À l'extérieur, Berlin était en flammes, déchiré par des combats de rue. Et à l'intérieur du bunker, on préparait déjà les mariages et les testaments qui scelleraient les derniers actes du régime. Le lien secret entre Hitler et Eva Braun devint public à l'aube du 29 avril. Dans une salle improvisée du bunker, entourée de témoins choisis, ils officialisèrent un mariage qui arrivait trop tard pour changer quoi que ce soit. Le bruit des impacts accompagnait la cérémonie, mais ceux qui y assistèrent se rappelèrent une atmosphère presque intime, marquée par la sérénité avec laquelle le couple signa le registre. Kempka souligne que, malgré l'imminence de la catastrophe, Hitler voulait éviter que la femme qui l'avait accompagné pendant des années ne restât dans l'histoire comme une simple maîtresse. Pour lui, cette union était aussi un acte de respect envers Eva, dont le rôle était toujours resté dans l'ombre. Après la signature, la réunion se transforma en un bref moment de convivialité.
Entre conversations légères et souvenirs partagés, on tenta, ne serait-ce que pour quelques heures, de recréer une normalité perdue. La nouvelle du mariage se répandit lentement. La majorité des Allemands ne connaissaient même pas le nom d'Eva Braun. À l'intérieur du refuge, cependant, tous comprirent que ce geste était chargé de sens. C'était la clôture symbolique d'une vie partagée dans l'intimité et la confirmation que la fin était proche. À l'aube, Hitler convoqua Bormann et Goebbels pour définir la future structure du Reich. Il proposa à Goebbels le poste de chancelier, tandis que la présidence devait revenir à Dönitz, absent de Berlin. La tentative de persuader Goebbels de partir avec sa famille déclencha une scène dramatique. Le ministre, convaincu qu'il devait rester dans la ville en tant que commissaire à la défense, refusa d'abandonner le bunker. La confrontation verbale avec Hitler fut intense et se termina par des larmes de rage et des reproches mutuels. Peu après, Goebbels dicta son testament à Traudl Jung, refermant un autre chapitre de fidélité inébranlable qui, cependant, ne pouvait plus changer le destin commun. Ce même jour, Kempka fut appelé une fois de plus en présence de Hitler. Il le trouva serein, vêtu de son uniforme de campagne, une carte à la main et un léger tremblement dans l'autre. Il lui demanda des nouvelles du moral de ses chauffeurs et reçut la réponse attendue. Tous attendaient l'arrivée de Wenck. « Tous, nous attendons Wenck », répondit Hitler, avant de lui serrer la main pour la dernière fois. Cette nuit-là, alors que les Soviétiques consolidaient leur contrôle sur le Reichstag, les testaments de Hitler et Goebbels furent signés, et des messagers partirent en mission désespérée pour les livrer au-delà de l'encerclement. Le jour où le Reich s'effondra et où commença la fuite de Kempka. À midi, le 30 avril 1945, les impacts d'artillerie faisaient trembler les murs de la chancellerie. Dehors, tout n'était que ruine, et à l'intérieur, l'atmosphère se tendait à l'extrême. Hitler partagea un dernier déjeuner avec ses secrétaires et Eva Braun, tentant de maintenir un ton cordial qui masquait à peine l'imminence de la fin. Après avoir pris congé de chacun avec un geste de gratitude, il se retira avec sa femme dans les appartements privés et ce calme forcé devint la confirmation que le dénouement était sur le point d'arriver. Pendant ce temps, dans les garages souterrains, Kempka reçut un appel d'Otto Günsch. Ce dernier lui demanda d'abord une bouteille de liqueur, mais rappela peu après avec un ton pressant. Il avait besoin de 200 litres de carburant. Kempka tenta de se dérober, conscient de la difficulté de réunir une telle quantité dans ces conditions, mais l'insistance révélait qu'un événement décisif venait de se produire. Lorsqu'il arriva au bunker, Günsch l'accueillit, pâle et sans mots, se contentant d'imiter un coup de feu avec la main avant de prononcer la phrase qui scellait le destin de tous. « Le chef est mort ». Hitler s'était suicidé d'une balle dans la tempe dans son bureau, tandis qu'Eva Braun, assise sur le canapé, avait ingéré du poison. Les premiers à entrer furent Bormann, Linge et Günsch lui-même, suivis par Stumpfegger, qui confirma le décès. Immédiatement, Linge partit chercher le carburant que Kempka avait réussi à rassembler à partir des véhicules hors d'usage. Les bidons attendèrent près de la sortie du refuge, prêts à accomplir la dernière volonté de Hitler. Empêcher que son corps ne tombe entre les mains ennemies et ne devienne un trophée. Kempka, encore incrédule, observa comment le cercle le plus proche se préparait à exécuter cet ordre final. Dans un Berlin réduit en cendres, la nouvelle de la mort du dictateur restait confinée entre les murs du refuge, comme un secret impossible à garder longtemps. Quelques minutes plus tard, la scène prit un caractère unique. Linge et Stumpfegger sortirent du bureau en portant le corps de Hitler, couvert d'une couverture qui masquait son visage. Le bras gauche pendait, inerte, révélant une pâleur qui confirmait l'inévitable. Derrière eux apparut Bormann, portant dans ses bras Eva Braun, vêtue de noir, la tête inclinée en arrière. Pour Kempka, il était insupportable de voir cet homme, qu'Eva méprisait de son vivant, la conduire maintenant vers le bûcher. Sans réfléchir, il prit la jeune femme des bras de Bormann et, avec l'aide de Günsch, la transporta à l'extérieur. Les escaliers menant à la sortie semblaient interminables sous le poids d'un corps inerte. À chaque explosion proche, l'air se chargeait de poussière et de fragments métalliques. Une fois dans le jardin, les corps furent déposés près d'une dépression formée par des travaux inachevés à la chancellerie. Là, sous une pluie de projectiles, Kempka commença à exécuter l'ordre reçu quelques heures plus tôt, préparer le carburant pour l'incinération. Chaque trajet vers l'entrée du bunker était un risque mortel.
Les bidons improvisés se vidèrent sur les corps, tandis que la terre tremblait sous l'artillerie soviétique. Le dilemme moral traversait ceux qui participaient à la tâche. Kempka lui-même reconnaissait se répéter qu'il ne pourrait pas le faire, bien que la voix de la discipline le poussât à continuer. La robe d'Eva, agitée par le vent, s'imbibait du liquide inflammable, et les visages de Gunch et Linge reflétaient le même effort intérieur pour obéir. L'idée d'utiliser une grenade pour allumer les flammes fut écartée. À la place, un morceau de tissu imbibé d'essence devint une torche improvisée. Goebbels, présent sur les lieux, fournit les allumettes avec lesquelles le chiffon fut enflammé. Une étincelle suffit. Une flamme s'éleva rapidement, suivie d'une épaisse fumée qui se mêlait à l'incendie général de la capitale. Les quelques personnes présentes, dont Bormann, Goebbels, Linge, Stumpfegger et Kempka, observèrent en silence avant de rendre un dernier salut au couple qui brûlait devant eux. Les flammes consumaient lentement ce qui restait, et les bombardements empêchèrent de maintenir un feu continu. Pendant des heures, entre des pauses forcées, ils continuèrent à verser des litres de carburant sur les restes, dans une tentative désespérée de respecter la dernière instruction reçue. Après l'incinération, la vie dans le bunker se poursuivit dans une atmosphère irréelle, comme si le temps lui-même s'était fragmenté. Dans la salle de conférence, Goebbels, Bormann, Burgdorf, Krebs et Monke se réunirent pour décider des prochaines étapes. La mission de négocier avec Zhukov fut confiée à Krebs, qui partit sous le fracas constant des canons. Il revint des heures plus tard, épuisé, avec une réponse qui scellait le destin de tous. Les soviétiques n'acceptaient que la reddition totale. Avec cela, un plan de fuite fut élaboré pour la nuit suivante, bien que tous savaient que les chances de franchir les lignes ennemies étaient minimes. Le 1er mai se leva dans un silence lourd, contrastant avec la violence extérieure. Au milieu de cette accalmie tendue, Goebbels demanda qu'on trouve davantage de carburant. La décision de suivre l'exemple de Hitler et de son épouse était prise, et les préparatifs se mêlaient aux dernières tentatives d'organiser l'évasion. Kempka, témoin proche, ne pouvait chasser de son esprit l'image de Magda Goebbels et de ses 6 enfants qui erraient encore dans les couloirs du complexe. Peu après, on apprit que les enfants avaient été empoisonnés. La détermination de leurs parents à ne pas les livrer vivants aux soviétiques l'avait emporté. La journée apporta aussi des moments inattendus, presque étrangers au désastre. Dans l'hôpital improvisé de la chancellerie, une jeune femme grièvement blessée fut admise. À peine capable de parler, elle demanda à voir son fiancé, l'un des chauffeurs de l'unité. Kempka arrangea leur rencontre, et de cet instant naquit un souhait insolite, se marier au milieu de l'effondrement. Face au refus de Naumann, absorbé par ses tâches, Kempka officia la cérémonie. Le couple se dit oui alors que les explosions proches faisaient trembler les murs, comme si l'intimité de cet acte défiait la ruine qui les entourait. Les dernières heures dans le bunker se transformèrent en une succession de gestes extrêmes. Certains cherchaient à s'échapper, d'autres s'assuraient de la destruction des documents, tandis que des bûchers étaient organisés pour les corps des Goebbels. À mesure que la nuit tombait, les groupes désignés pour la fuite commencèrent à se rassembler. Kempka, à la tête d'un contingent incluant des femmes et des blessés, se prépara à abandonner cet espace devenu une tombe collective. En sortant à la surface, le paysage de Berlin offrait un tableau de dévastation, des barricades improvisées, des corps inertes dans les rues et des feux soviétiques illuminant l'horizon comme des torches d'une fin inexorable. La confusion de la percée atteignit son paroxysme dans la nuit du 2 mai. Autour du bâtiment de l'amirauté, Kempka avait fixé un point de rendez-vous, tout en laissant la liberté à ceux qui souhaitaient rejoindre d'autres groupes. Peu après, Bormann apparut, accompagné de Naumann, Stumpfegger et Schwegermann, l'adjoint de Goebbels. Le rapport de ce dernier fut bref. Goebbels et son épouse avaient suivi le même sort qu'Hitler et Eva Braun. Il n'y avait pas de temps pour les lamentations. La priorité était de franchir l'encerclement, et Bormann réclamait un blindé pour leur servir de bouclier. Contre toute attente, le grondement métallique de plusieurs Panzer IV et véhicules d'infanterie se fit entendre dans l'obscurité. L'avancée commença, tous collés aux chars comme des ombres parmi les ruines. Kempka marchait derrière Bormann et Stumpfegger, conscient que chaque pas pouvait être le dernier. En un instant, un éclair traversa le flanc du blindé principal.
L'explosion projeta des corps dans les airs. Kempka perdit connaissance au moment où Stumpfegger s'effondrait sur lui. En reprenant ses esprits, il se retrouva parmi les décombres, désorienté et à moitié aveuglé par le flash. Tâtonnant parmi les restes de murs, il atteignit de nouveau la barricade initiale. Sa vision revenue, il put identifier Georg Bates, l'un des pilotes de Hitler, gravement blessé par la même explosion. Ils s'appuyèrent mutuellement pour retourner à l'amirauté, où une dentiste de l'équipe de Blaschke soignait les blessés. Malgré les efforts pour le sauver, Bates ne survivrait pas. Kempka comprit alors qu'il n'y avait aucune possibilité réelle de s'échapper en grand groupe. Il dissout son unité et conseilla à chacun de se procurer des vêtements civils pour tenter de se faufiler séparément à travers les lignes soviétiques. Accompagné de quelques hommes, il se dirigea vers la gare de Friedrichstraße. Les tirs croisés empêchèrent d'atteindre la Lehrter Bahnhof, ils cherchèrent donc refuge dans des ateliers de tramways. Là, des travailleurs étrangers leur offrirent des vêtements usagés pour dissimuler leurs uniformes. Épuisé, Kempka s'allongea parmi des radiateurs rouillés, espérant reprendre des forces. Le repos fut de courte durée. Un groupe de soldats soviétiques fit irruption, célébrant leur rencontre avec ces travailleurs. La tension se dissipa en quelques secondes grâce à l'intervention d'une jeune Yougoslave qui présenta Kempka comme son mari à un commissaire russe. Entre embrassades forcées et cris de victoire, il comprit que sa survie dépendait désormais autant du hasard que de la crédulité de ses geôliers. La célébration improvisée avec les soviétiques se prolongea comme une scène absurde au milieu des ruines. Le commissaire, ivre de triomphe, distribuait vodka et conserves, insistant pour embrasser ceux qu'il appelait travailleurs allemands. Kempka, toujours déguisé en vêtements de tramway, s'efforçait de garder son calme, tandis que ses compagnons descendaient de l'étage supérieur pour partager ce festin forcé. Cette brève comédie de camaraderie, où la vie tenait à un geste mal interprété, épuisa ses dernières forces. Quand les Russes partirent enfin, le groupe s'effondra sur les planches du sol, cherchant dans un sommeil léger l'unique répit possible. Au réveil, Kempka comprit que la survie exigeait d'effacer toute trace du passé. Il ordonna de détruire tous les documents, insignes et effets personnels susceptibles de les trahir. Les flammes consumèrent les vestiges de ce qu'ils avaient été, des soldats d'un régime effondré. Désormais vêtus comme des ouvriers, ils n'étaient plus des combattants, mais des fugitifs anonymes, conscient qu'un groupe nombreux ne passerait pas inaperçu. Avec regret, il décida de dissoudre l'unité. Chacun devait trouver sa propre issue en solitaire. À cet instant précis, le hasard le mit de nouveau face à la patrouille soviétique de quelques heures plus tôt. Le commissaire, entre rires et cris de victoire, l'entraîna encore dans une fête improvisée sous les voies. Kempka, forcé de trinquer à répétition, pensait au reste calciné de Hitler et Eva Braun, enterrés près de la chancellerie à la dernière ordre exécutée sous le feu ennemi. Ce souvenir pesait plus lourd que l'alcool qu'on l'obligeait à boire. Dans un moment de lucidité, il compara sa situation aux passages de Dante qu'il avait autrefois lus sans les comprendre pleinement. Maintenant, il avait l'impression de marcher dans son propre cercle de l'enfer. La jeune Yougoslave qui l'avait protégé continua de lui offrir son aide. Ce fut elle qui le guida, avec une aristocrate hongroise, à travers les postes de contrôle soviétiques jusqu'à atteindre Tegel. Puis elle disparut sans rien demander en retour, laissant Kempka perplexe face à une loyauté qu'il ne pouvait expliquer. Des semaines plus tard, après avoir nagé dans l'Elbe et traversé des villes dévastées, il atteignit Wittenberg. Avec l'aide inattendue d'une interprète allemande au service des Alliés, il obtint des documents à son nom. Grâce à ceci, il put rejoindre brièvement sa femme à Berchtesgaden, tentant de reprendre des forces après cette odyssée. Mais ce répit fut de courte durée. Dénoncé par une personne dont il ne connut jamais le nom, il fut arrêté par le corps de contre-espionnage américain. La détention à Berchtesgaden marqua le début d'une période que Kempka décrirait comme un périple interminable entre camps de prisonniers. Là débuta un cycle monotone et épuisant. Des interrogatoires répétés, des soupçons constants et les mêmes questions qui revenaient sans cesse. Selon lui, les officiers alliés semblaient incapables d'accepter la version selon laquelle Hitler était mort dans le bunker. La disparition du corps alimentait l'idée qu'il aurait pu s'échapper, et avec elle, la conviction que ceux qui l'avaient accompagné dissimulaient la vérité. À chaque transfert, le schéma était identique. L'interrogatoire tournait autour d'une seule question, le sort du Führer.
Les Américains écoutèrent ces descriptions du suicide et de l'incinération qui suivit, mais insistaient sur d'éventuelles voies de fuite, des sous-marins disponibles à Brême ou des avions secrets prêts à s'envoler à l'étranger. Kempka, épuisé par la répétition de ces théories, répondait avec ce qu'il avait vu: la combustion des corps dans le jardin de la chancellerie sous un bombardement incessant. Pour lui, il était incompréhensible que ces hommes instruits jugent plausibles les récits de marins ou de pilotes prétendant avoir reçu l'ordre de transporter le dirigeant vers une fuite impossible. La pression psychologique était constante. Les questions allaient jusqu'à des extrêmes absurdes. Si Hitler prenait son petit déjeuner en s'appuyant d'abord sur une jambe, ou quelle main il utilisait pour tenir sa fourchette. Kempka comprenait que ces investigations ne cherchaient pas à l'humilier, mais à reconstruire chaque détail d'un personnage qui, pour les vainqueurs, incarnait à la fois l'énigme et le désastre de l'Europe. Cependant, revivre la faim encore et encore le ramenait à l'instant où il avait versé de l'essence sur le corps de l'homme qu'il avait servi pendant 13 ans. En juin 1946, son périple, le Magic Link Button Hover Background Color, 1000 pin color, F, Border, 2px solide, bas 1000 de padding, point 2px 6 pixels, le conduisit à Nuremberg. Il fut transféré sans préavis au tribunal où étaient jugés les principaux dirigeants nazis. Il n'était pas accusé, mais son témoignage était considéré comme précieux. Il se souvient avoir été reçu avec correction par les officiers américains, voire avec une certaine déférence envers son rang. Pendant des heures, il patienta dans des salles d'attente, puis dans la salle principale, où il prêta serment avant le début de la session. Pour Kempka, l'ironie de ce moment était évidente. Lui, un simple chauffeur devenu témoin essentiel, devait attester de la fin de ceux qui avaient tout dirigé. Le procureur américain l'interrogea avec rudesse, surpris qu'il ait été présent lors de tant de moments décisifs. Kempka y voyait une suspicion voilée d'exagération, bien que pour lui, ce n'était que la conséquence de son poste auprès du Führer. Beaucoup de ceux qui auraient pu confirmer son récit étaient morts ou sous la garde des Soviétiques, ce qui faisait de sa voix l'une des rares disponibles pour reconstituer les derniers jours à Berlin. Et il passe des semaines dans l'aile réservée aux témoins, côtoyant d'anciens camarades. Certains affichaient une dignité inattendue, tandis que d'autres, autrefois respectés, cherchaient à se faire bien voir des vainqueurs. Ce contraste le poussa à réfléchir à la fragilité du caractère humain en temps de défaite. À plusieurs reprises, il se remémora les paroles que Hitler lui avait confiées en 1933, qu'il ne quitterait jamais la chancellerie vivant. Ce n'est qu'alors qu'il comprit le sens de cette phrase qui lui avait semblé être une simple extravagance. Après sa déclaration, il fut renvoyé dans différents camps d'internement. D'abord à Langwasser, puis à Regensburg et enfin à Ludwigsburg, où une grave blessure lors d'un accident de transport ouvrit la voie à sa libération en 1947. Kempka affirmerait plus tard qu'il n'avait jamais cherché à justifier ni à condamner, mais simplement à raconter ce qu'il avait vécu. Il voyait son destin comme celui d'un homme ordinaire pris dans l'orbite d'un personnage qui marquerait le siècle, convaincu que ce seraient les générations futures qui porteraient un jugement définitif sur cette époque et ses protagonistes. La trajectoire d'Erich Kempka illustre les paradoxes de ceux qui gravitaient autour du pouvoir absolu du Troisième Reich. Témoin direct de l'intimité de Hitler et participant à sa fin, il n'assuma jamais de responsabilité pour les crimes dont il fut si proche. Ses mémoires et témoignages en firent une source clé pour reconstituer les derniers jours dans le bunker, mais ils révèlent aussi ascendant également une perspective oscillant entre loyauté personnelle et refus d'implication. Il ne fut pas jugé pour crimes de guerre et mourut comme tant d'autres personnages ayant côtoyé les crimes du nazisme sans en subir les conséquences. Sa vie d'après-guerre se déroula sans grand soubresaut, jusqu'à sa mort le 24 janvier 1975 à Freiberg am Neckar, à l'âge de 64 ans, où il fut enterré dans le cimetière local.